Ils avaient juré qu'ils ne répéteraient jamais la malédiction qui avait consumé les Habsbourg. Et pourtant, dans l'ombre des chapelles et le velvet noir des antichambres, les Bourbons espagnols et italiens s'embrassaient entre cousins, troquèrent des sœurs, scellaient des pactes avec du sang et un soupçon d'orgueil. En échelle de 1 à Habsbourg, disaient les mauvaises langues, il valait 8. Pas assez pour baptiser un prognatisme à leur nom, suffisamment pour multiplier les berceaux vides, les cerveaux brisés par la fièvre, les rois qui, au matin, ne se souvenaient plus s'ils gouvernaient un empire ou un mausolée. Et pourtant, voilà l'énigme. Leur lignée survécut, prospéra parfois, s'étendit comme une rumeur. De Madrid à Parme, de Naples à Palerme, jusqu'aux salles feutrées de Luxembourg. Pourquoi eux? Pourquoi maintenant? Et que cachait ce nez bourbonien, dont on chuchotait qu'il annonçait l'orgueil, la mélancolie et la chute? Tout commence, ou plutôt tout recommence, avec une promesse ancienne. En 1272, lorsque Robert, cadet de Saint-Louis, prend pour épouse Béatrix de Bourbon, personne n'imagine la portée de cette alliance provinciale. 3 siècles plus tard, Henri III meurt assassiné et le sang de Bourbon, insistante source secondaire, se fait fleuve principal. Henri IV, Paris vaut bien une messe, inaugure la dynastie sur le trône de France. De là, le courant entraîne les destins. Sa fille Élisabeth épouse Philippe IV d'Espagne, elle jolie et vive, lui, Habsbourg menacé par ses propres miroirs. 10 enfants, 2 survivent. Leurs regards se croisent sur des corridors trop longs. La reine meurt à 41 ans. Le prince Balthazar Carlos s'éteint à 16. La variole ricanant derrière les rideaux. Il reste Marie-Thérèse, qui deviendra l'épouse de Louis XIV. Et pourtant, la lignée espagnole, ce grand navire surchargé, tangue. Philippe IV, 44 ans, réclame un héritier mâle. Il épouse sa nièce, Marianne d'Autriche, 14 ans à peine. Est-ce l'aveuglement? Est-ce l'habitude? À partir de là, le hasard se retire. La consanguinité avance à visage découvert. De leur union naît un roi qui n'aurait jamais dû gouverner seul. Charles II, D d'Espagne. La légende le précède. Crise, faiblesse, infertilité, angoisse nocturne, la mâchoire des Habsbourg comme une citadelle mal refermée. Est-ce une fatalité génétique ou une parabole morale murmurée par des courtisans superstitieux? On gave sa première épouse de potions si toxiques que ses organes renoncent à l'aube. La seconde, étrangère à l'arbre emmêlé, ne sauve rien. Quand Charles meurt en 1700, 38 ans, le monde bascule. Qui ramassera la couronne tombée d'une tête trop lourde? Les Bourbons? Les Habsbourg? Ou la guerre elle-même? La guerre de succession des Espagnanen, et pas que, une querelle des héraldiques. C est un exorcisme continental. 13 années, 1 million de morts, et au bout de l'hécatombe, un adolescent formé ombre du roi Soleil, Philippe D. Anjou devient Philippe V de Espagne. Le traité d'Utrecht impose son serment. Jamais la France et l'Espagne ne fusionneront leurs couronnes, tandis que le nouveau roi façonné au miroir de son grand-père centralise, réorganise, arrache doucement à l'église des pièces du jeu. Est-ce l'héritage du style versaillais ou le frisson d'une ambition plus moderne? Dans les salons repeints, entre une messe et un édit, on prononce un mot qui deviendra leitmotiv. Réforme. Philippe V choisit d'abord pour reine Marie-Louise de Savoie, sa cousine au second degré. Elle est si jeune qu'on murmure « enfant » en la voyant passer, mais elle régente avec une appliquée gravité quand la guerre réclame son mari. 4 enfants, puis la tuberculose éteint son souffle à 25 ans. La seconde épouse, Élisabeth Farnèse, apporte avec elle Parme dans ses bagages, l'entêtement italien dans le regard, et 7 enfants pour peupler les tableaux de cour. Après 24 ans de règne, Philippe abdique au profit d'un fils de 17 ans. Louis? Décision de tacticien? Calcul pour la couronne de France? Non, soupire l'historien dans l'embrasure. C'est la dépression qui parle, la fatigue qui creuse. Louis meurt de la variole quelques mois plus tard, et le père reprend le fardeau, le roi redevenant roi, malgré l'ombre qui patine ses journées. Fernando XVI succède à son tour, 13 ans sans éclat, mais est-ce un défaut? Il aime Barbara de Bragance, reine musicienne fastueuse.
Nul héritier ne survit, et lorsque Barbara disparaît, Fernando se défait avec elle. On le voit errer, barbe et chemise abandonnées, comme si la royauté avait soudain perdu son sens. Sa tombe, voisine de celle de sa femme, est un dernier aveu. L'amour, pour une fois, a supplanté la dynastie. Alors paraît une figure calme, presque romaine, Charles III. Marié à Marie-Amélie de Saxe, 13 enfants, une table familiale bruyante, nulle favorite. Serait-ce là la vraie révolution? Il expulse les jésuites, bannit la franc-maçonnerie, renforce la marine, réforme l'administration, achète des outils pour l'État avec la sévérité d'un père. 21 000 esclaves dans les colonies gonflent un trésor sans innocence. La reine, fine et fière, juge la cour espagnole superstitieuse et lourde, puis meurt à 35 ans. Sur la table du cabinet, des projets, des cartes, et sous le presse-papier, la solitude. Quand vient le portrait d'une possible seconde épouse française, une fille de Louis XV s'y reconnaît et recule. Pas l'Espagne. Charles, veuf tardif, mourra seul à 72 ans. Son fils, Charles IV, épouse Marie-Louise de Parme. Sa cousine, 14 enfants, 7 survivants, et au centre, un vide politique que comblera Manuel Godoy, garde devenu favori. Pendant ce temps, le prince Ferdinand, héritier impatient, glisse des billets à un certain Napoléon Bonaparte. Le piège se referme, l'abdication s'improvise, et Joseph Bonaparte s'assoit un temps là, où les rois oublièrent d'être prudents. La guerre d'indépendance espagnole, 5 années de feu, lave l'affront, et les Bourbons retrouvent Madrid, non sans cicatrices. Ferdinand VII, 4 mariages, autant de tentatives d'arrimer l'avenir. Sa seconde épouse meurt dans un cri resté célèbre autant par sa cruauté que par la ignorance médicale. Sa troisième, terrorisée par la chair, s'éteint de fièvre. La quatrième, Marie-Christine des Deux-Siciles, 23 ans déjà mère secrète, lui donne des filles. Alors Ferdinand, d'un trait de plume, bouleverse la loi salique. Isabelle, 3 ans, devient l'horizon. Pourquoi ce geste? Pour sauver sa branche? Pour contrecarrer son frère Carlos? Les deux à la fois, et la guerre carliste s'allume aussitôt. Dynastie contre dynastie, doctrine contre doctrine, le pays se déchirant entre droit du sang et lettre de la loi. Isabelle II grandit, épouse son cousin double, François d'Assise, et transforme le palais en théâtre de murmures. On dit qu'elle aime sans compter, qu'il préfère les confidences des gentilshommes, qu'ils partagent un lit diplomatique et des secrets plus lourds que la couronne elle-même. 5 enfants, une réputation cabossée, et 1868. La révolution de septembre la renverse, le trône vacille, l'Espagne tente la République, 4 ans, une parenthèse comme un souffle. Alphonse XII revient, jeune, beau, endeuillé, épouse Mercédès, sa cousine germaine, qui meurt de typhoïde, puis Marie-Christine d'Autriche, lointaine cousine, et sourit au destin. La lune de miel échappe à un attentat, le pays retrouve un peu de stabilité mais la tuberculose, vieille ennemie, emporte le roi à 27 ans. Marie-Christine est enceinte, on attend un miracle, on guette le cri. Le nouveau-né a des jambes maigres, mais entre ses cuisses, l'Espagne reconnaît un roi, Alphonse XIII. Il grandit comme un symbole, visite Londres, tombe amoureux d'Héna de Battenberg. La reine-mère l'avertit. La hémophilie coule dans ses veines britanniques. Il épouse quand même. Le jour des noces, une bombe éclate, le voile blanc rougeoiement de sang d'autrui. Mauvais présage? Leur premier fils saigne à la circoncision. L'hérédité signe le registre. Le roi se détourne de sa femme, multiplie les liaisons, navigue entre neutralité durant la Grande Guerre et entêtement marocain. Le Maroc avale des régiments, Madrid gronde. En 1931, la monarchie s'efface, la famille file en exil, et un général sans héritier, Franco, collectionne soudain les portraits de rois, pour plus tard. Alphonse perd 2 fils, l'un au volant, l'autre dans le lit d'un hasard hémophilique. Reste Juan, comte de Barcelone, que Franco n'aime pas. Alors le dictateur modèle un prince à sa main, Juan Carlos. Surprise. En 1975, lorsque Franco s'éclipse, le jeune roi brise l'étau, desserre les poings, rétablit la démocratie. On le voit, la nuit du 23 F, parler à l'armée, au pays, et refuser le retour en arrière. Il épouse Sophie de Grèce, 3 enfants, une popularité irradiante. Plus tard, des affaires, des chasses malheureuses, des cadeaux embarrassants marqueront la vieillesse d'un règne.
En 2014, il abdique en faveur de Felipe VI, son fils. Grand sportif formé à Georgetown, amoureux d'une journaliste qui n'appartient qu'à son talent, Leticia Ortiz. 2 filles, Léonore et Sofia. Un pays, prudent, accepte la modernité dans l'écrin d'un sceptre redevenu symbole. Mais l'histoire bourbonienne ne s'arrête jamais à Madrid. Elle coule, sinusale, vers Parme, Lucca, Florence, Naples, Palerme. Elle grimpe enfin vers un duché feutré, Luxembourg, où les cousins apprennent l'art de la banque et de l'équilibre. À chaque branche, les mêmes questions reviennent, insistantes. Que qu'est-ce qu'un sang bien né, quand la carte génétique était un abîme inconnu? Qu'est-ce qu'un trône, sinon un pari sur la santé des berceaux? Et pourquoi, malgré les chutes, malgré les mariages entre cousins et les destins brisés, la maison de Bourbon résiste-t-elle encore? La réponse est peut-être dans les silences, et dans l'Italie, où le soleil blanchit les pierres, où un prince adolescent, jadis, décida que le destin serait pris de vitesse. Car avant d'être roi d'Espagne, Charles, futur Charles III, marcha, 18 ans à peine, avec l'armée espagnole récupérer Parme. Personne ne l'arrêtant, il prit aussi Naples et la Sicile, puis y régna 19 ans. Plus tard, en montant à Madrid, il laissa ses royaumes italiens à son fils cadet Ferdinand. Et là, sous le ciel napolitain, se noue un mélodrame si bourbonien qu'il semble écrit par la fatalité. 3 fiancées autrichiennes meurent de variole avant l'Écalotel. La 4e, Marie-Caroline, survit, épouse, règne. 18 enfants, disent les registres, mais combien de ces visages portent le profil de Ferdinand? Un roi qui chasse, une reine qui gouverne, un royaume pris entre le volcan et la mer, et au loin, une silhouette qui s'approche, la silhouette de Napoléon. Est ici que on se surprend à frissonner. Et si la plus grande force des Bourbons, ce n'était pas leur sang, mais leur étonnante capacité à recoller les morceaux après l'explosion? Quand le tonnerre gronde, ils changent de palais, de capitale, de langue si nécessaire, l'essentiel étant que le nom demeure. Or un nom, parfois, est plus dur que la pierre. Napoléon descend sur Naples, 1806, comme on abat une porte trop longtemps mal gardée. La cour bourbonienne file en Sicile, bastion maritime que l'empereur ne peut avaler d'une bouchée. Ferdinand, peu lettré, se rassure en comptant les fusils. Marie-Caroline, sœur de Marie-Antoinette, polit sa vengeance sur le marbre des tables. Après Waterloo, l'équilibre ancien sceptre, celui des 2 Siciles. Il s'éteint, laissant à son fils François Ier un héritage miné de fissures, des préfets fatigués, une armée dont les boutons brillent plus que les tactiques, et une reine, Marie-Isabelle d'Espagne, cousine double, fertile et ombrageuse. François Ier, craintif, se barricade avec une maîtresse et des gardes comme on cale un meuble vacillant. 5 années, et puis s'effondre. Ferdinand II, 20 ans, arrive avec des promesses de bonheur public, presque un programme éclairé, jusqu'au jour où l'on réclame une constitution. Il cède, se renfrogne, se venge. La Sicile devient un État policier. L'exil prend des airs de solution pour tant de sujets désenchantés. 1856. Un couteau, une blessure, une infection. 3 ans plus tard, silence. Et voici François II, jeune, marié à Marie-Sophie de Bavière, la sœur cadette de Sissi. Mariage tempétueux, maternité fauchée. Le règne dure 2 ans, bousculé par Garibaldi, avalé par Victor Emmanuel II. 1861, l'Italie se fait une, le royaume s'efface, et la maison de Bourbon de Sicile déplace son théâtre, de la politique au mythe. Ce mythe, il a des chapelles en velours et des salons où la soile on accroche les portraits des prétendants comme on épingle des lucioles dans la nuit. Alphonse, demi-frère du roi déchu, artiste, épouse sa cousine Maria Antonietta, 12 enfants, un cœur. Son fils Ferdinand Pius hérite en 1934 du rôle de chef de maison, s'engage jadis dans l'armée espagnole, cherche dans Elle, Action, une consolation à la perte des un royaume qui existe plus que Mao en carte postale. Son unique fils meurt à 13 ans. Ainsi, la ligne glisse sur un neveu, Alphonse autre, tandis que les liens se resserrent avec Madrid.
On comprend mieux à feuilleter ces arbres généalogiques, qui ressemblent à des labyrinthes, combien les Bourbons ont appris à survivre par la marge, par la fiction héréditaire, par les salons où elles ont dit « Altesse » à un monsieur qui ne ordonne plus que aux horloges de ses palais. Mais retournons à Parme, où une autre légende prit la route des pertes et des retours. Élisabeth de France, fille aînée de Louis XV, épouse Philippe de Bourbon, fils de Philippe V d'Espagne. Ambitieuse, stratège, elle rêve, pendant la guerre de succession d'Autriche, d'empire ménagé entre Parme, Plaisance et une Toscane redessinée sous la férule française. Parme devient une petite Versailles. On parle français, on pense en cartes, on gouverne en secret. Leur fils Ferdinand Ier s'unit à l'archiduchesse Marie-Amélie, sœur de Marie-Antoinette. Il s'occupe de religion, d'enfants, elle gouverne, renvoie ministres et émissaires intrusifs, défie jusqu'au conseil de l'impératrice mère. On croit Parme à l'abri dans la miniature, et voilà Napoléon en 1796. Arrestation à domicile, rumeurs d'empoisonnement, exil. Marie-Amélie repart vers l'Empire, l'amour-propre meurtri mais intact. Leur fils, Louis, reçoit de la France le lot de consolation, l'éphémère royaume d'Étrurie, installé en Toscane. Enfant, Louis s'était fracassé la tête sur un marbre, épilepsie, lenteur, innocence blessée. Il épouse à Madrid la moins disgracieuse de ses cousines. Jolie formule pour dire qu'eux ont choisi parfois son destin, comme on feuillette un album où les visages se ressemblent. 2 enfants. Florence l'accueille. La santé décline. Il meurt à 29 ans. Son fils Louis II monte sur un trône de carton-pâte sous la régence de sa mère, puis Napoléon supprime l'Étrurie comme on efface un mot. La reine est capturée, l'enfant expédié chez son grand-père détrôné, Charles IV d'Espagne. Quand l'Empire se défait, le Congrès de Vienne réattribue les miettes. Maria Luisa devient duchesse de Lucques, et son fils, quand il hérite, vend Lucques pour financer ses voyages. Louis préfère les routes au sceptre. De la fiancée Marie-Thérèse de Savoie, il reçoit un héritier puis repart, comme si la couronne brûlait les doigts. En 1847, Parme lui revient. Il abdique bientôt pour son fils et en va vers la Riviera. Preuve que chez les Bourbons aussi il existe des princes allergiques à la pesanteur. Carlos III de Parme, pas le roi d'Espagne, un autre Carlos, impose la loi martiale, soutenue par des troupes autrichiennes. Un soir, dans une voiture, un couteau jaillit. Il agonise un jour entier, 31 ans. Son fils Robert Ier a 6 ans. Déposé à 11 lors des guerres d'indépendance italienne, il n'a plus de trône, mais 1000 châteaux. Il épouse Maria Pia de Bourbon de Sicile, sa cousine au second degré. 12 enfants, beaucoup d'ombre. Plusieurs souffrent de déficience, meurent jeunes, hasard cruel ou rappel des limites d'un arbre trop replié sur lui-même. Elles meurent en couche. Robert épouse une autre cousine, Maria Antonia de Portugal. 12 autres enfants. 24 au total. 4 reprennent, tour à tour, le titre de duc prétendant. Henri et Joseph, déficients, règnent en effigie. Leur frère Élie agit comme régent, puis duc pour 9 ans. Enfin, le titre glisse vers son fils Robert Hugo, célibataire, mort en 1974, et retourne à l'oncle Xavier. Xavier, officier belge, 2 guerres mondiales, captivité à Dachau. L'homme introduit, par un détour vertigineux, la branche carliste dans l'équation. Car voici, autre roman bourbonien, celui des prétendants des Espagne, qui affirme que seule la lignée masculine, la leur, incarne la légitimité, installant le carlisme dans le XXIe siècle comme on maintient une flamme dans la bise. Une autre branche, plus discrète, plus prospère économiquement, grimpe vers le nord, Luxembourg. Là, Félix, frère de Xavier, épouse sa cousine Charlotte, grande duchesse par droit propre. Ils survivent à la guerre, abdiquent en faveur de Jean en 1964. Jean épouse sa cousine belge Joséphine Charlotte, transforme la petite principauté en coffre-fort de l'Europe. En 2000, il cède la place à Henri, que surveille Histoire avec sa douce ironie. Chez les Bourbons, même l'efficacité financière finit par ressembler à un chapitre de roman. Mais la pièce N est pas complète sans la galerie française. Cette France où la Révolution a décapité le roi, où 1830 a remplacé un Bourbon par un autre, où 1848 a chassé jusqu'à la dernière illusion monarchique. Henri, comte de Chambord,
dernier espoir des légitimistes, refuse un drapeau, meurt sans enfant. Sa revendication glisse à Carlos, comte de Montizon, déjà carliste. Lorsque l'Espagne le rejette, la France devient la reine symbolique. Les légitimistes, après les morts, posent une question cruelle. Que vaut l'oreille d'un héritier? Jaime, deuxième fils d'Alphonse XIII, est sourd. Madrid l'écarte. Paris symbolique l'accepte. Il devient, pour ses partisans, duc d'Anjou. Son fils Alfonso épouse la petite fille de Franco, espérant un raccourci. Rien n'y fait. Il meurt en 1989 dans un accident de ski, décapité par un câble de ligne D, arrivé, image si brutale que, elle semble écrite par une némésis républicaine. Son fils, Louis-Alphonse, poursuit la revendication française, marié à une Vénézuélienne, tenue à distance par la famille royale espagnole, figure mondaine et politique aux apparitions calculées. Le portrait est complet. La dynastie, par mille canaux, irrigue encore les chroniques. Pendant ce temps, à Madrid, Philippe VI, adolescent élevé au Canada, diplômé de Georgetown, épouse Laetitia, journaliste, indépendante, non issue du Gotha. Révolution tranquille. 2 filles, Léonore et Sofia. La première, née en 2005, s'apprête à être la seconde reine régnante de l'histoire d'Espagne. Serve déjà sous l'uniforme. Apprend la raideur et la souplesse de la fonction. Et l'on se surprend, au détour d'une cérémonie, à revoir l'ombre d'Isabelle II. Une autre reine adolescente, d'autres murmurent. Sauf qu'ici, la consanguinité a disparu des calculs, remplacée par la communication, la transparence, l'obsession de la normalité. Est-ce cela, la leçon finale des Bourbons, remplacer les alliances de sang par les alliances d'image? Mais revenons au sud, là où la pierre garde la chaleur, où les exilés trouvent des églises pour leur faste, et où un mariage princier, en 2021 dans une cathédrale de Montréal, et non Montréal, inscrit encore les Bourbons de Sicile dans le calendrier mondain. Pedro, duc de Calabre, chef de la maison, gère des domaines en Espagne, épouse Sofia, puis marie son fils Jaime à Lady Charlotte, fille d'un comte écossais avec faste. Les journalistes sourient. Un royaume sans royaume. Les initiés, eux, entendent une autre musique, celle d'une continuité têtue, d'un nom plus lourd que les sceptres. Et l'Italie, pour sa part, ouvre ses palais à ses fantômes élégants, comme pour dire que les rois, finalement, ne meurent jamais vraiment. Ils deviennent des balles. À ce stade du récit, quelque chose se renverse. Nous avons suivi les visages, les unions, les naissances, les morts. Il nous manque la logique. Pourquoi, malgré la consanguinité, malgré les tragédies, les Bourbons ne furent-ils jamais des Habsbourg bis? Une réponse se risque. La maison n'a jamais cessé de multiplier ses lignes, d'éparpiller ses espoirs, de jouer plusieurs tables à la fois. Quand l'une s'effondre, Madrid en 1931, Naples en 1861, Parme en 1859, une autre les remplace. Luxembourg finance l'Espagne de Juan Carlos, démocratise la France, paradoxalement offre un théâtre symbolique où la légitimité se joue sans se résoudre. Et sous ce damier, une idée fixe, survivre, fût-ce en changeant de langue, de capitale, d'époque. Reste la question des corps, du nez bourbonien, des mâchoires, des maladies qui hurlent au sang. Avons-nous exagéré? Les chroniqueurs d'antan mêlaient souvent morale et biologie. Ils voyaient dans les traits un jugement, dans les infirmités, un châtiment. La vérité, plus terne et plus cruelle, est que l'endogamie a pesé, oui, mais que la chance, la médecine absente, les microbes, la guerre, pesaient tout autant. Il aurait suffi de quelques unions inversées, de quelques quarantaines respectées, pour changer le dessin des tombes. On n'en saura rien. Le récit, lui, se contente de prendre acte. Les Bourbons ont payé un tribut, mais pas l'impôt total. Ils ont souffert sans être maudits. Et voici qu'un autre détail, presque anodin, se révèle clé. La capacité à séduire, non plus les princes, mais les peuples. Juan Carlos tient tête au putsch, image magnétique. Felipe VI, abdication de son père, distance avec les scandales, image hygiénique. À Naples, Marie-Sophie, reine sans royaume dans la légende, devient la dernière reine chevalier. À Parme, Maria Amélie, duchesse rétive, ressemble à une héroïne de roman, ferme, fière, autonome. Et Luxembourg,
si raisonnable, habille l'Europe d'une stabilité bourgeoise. Leçon politique. À défaut de régner, il faut raconter. Raconter, c'est ce que nous faisons. Mais l'histoire réclame un nouveau crochet, une question qui gratte. Que se passera-t-il quand la génération de que la survie tient dans l'art de plaire au temps? Il existe, dans les archives, des lettres qui sentent la cire froide. On y lit la panique d'un médecin, l'orgueil d'un ministre, la sagesse d'une reine veuve. L'une d'elles, apocryphe peut-être, raconte le moment où la reine Marie-Christine, quatrième épouse de Ferdinand VII, décida de défier la loi salique. Une fille, dit-elle, fera l'affaire si le royaume le veut. On entend presque le froissement du parchemin, la plume qui hésite. En réalité, Héritier sourd raconte les absurdités de une époque où la biologie sert de ses excuses. Il sera duc d'Anjou pour les uns, figure embarrassante pour les autres. Son fils Alfonso, beau, racé, croit qu'en épousant la petite fille de Franco, il réglera une équation. Il découvre que l'histoire se venge des raccourcis. Sa mort spectaculaire devient parabole. On ne force pas le destin avec des câbles et des stations de ski. Louis-Alphonse, son fils, joue la carte contemporaine. Réseau, engagement, élégance, et maintient vivant un récit où la France sans roi continue d'aimer les rois comme on aime les fantômes. Intensément, mais de loin. À ce moment du récit, un expert fictif, Dr Salcedo, généticien de la mémoire dynastique, intervient pour donner un chiffre. Le indice Habsbourg, plaisante-t-il, serait de 10. Les Bourbons, eux, oscilleraient à 8, suffisamment haut pour inquiéter, pas assez pour briser. Est-ce une science? Non, une métaphore. Mais elle dit quelque chose de précieux. Le sang n'a jamais été le seul moteur, ni le pire frein. La politique, l'économie, la chance, la manière de raconter. Voilà les véritables chromosomes des dynasties. Alors, que reste-t-il? Des palais, évidemment. Madrid et son royal, le plus vaste d'Europe, où l'on sent encore l'odeur des cérémonies. Naples, où les couloirs semblent attendre un roi qui ne viendra plus. Parme, où les toiles portent des regards que la Révolution a rendus mélancoliques. Luxembourg, où les salles de conférence ont supplanté les salles du trône. Et des visages. Léonore en uniforme, Philippe au costume sobre, Laetitia au pas mesuré. À Palerme, un couple princier photographié entre mosaïques byzantines. À Paris, un prétendant souriant sous un drapeau que il ne brandira jamais au balcon de la hôtel de ville. La conclusion? Pas encore. Il nous manque un twist, un détail qui relie toutes ces vies. Et si c'était, ironie ultime, la modernité elle-même? Les Bourbons, longtemps prisonniers d'un système d'alliances consanguines, se sont dissous dans la société qu'ils avaient de fabriquer. État-nation, marché, médias. Jadis, on liait des royaumes par mariage. Aujourd'hui, on relie des publics par récit. Les vieux réflexes subsistent, un mariage éclatant, un titre disputé, une abdication réglée, mais ils servent une cause nouvelle, la durée sans domination. Peut-être est-ce là le clin d'œil cruel de Histoire. Les rois qui durent sont ceux qui acceptent de ne plus régner que avec des mots. Et pourtant, un murmure insiste. Plus tard, qui sait? Après tout, l'Espagne, en 1975, n'attendait plus un roi. Elle a reçu un roi et une constitution. L'Italie, elle, n'en veut plus, mais célèbre encore les princes comme on célèbre des œuvres d'art vivantes. La France, farouche, continuera sans doute de aimer Henri IV dans les manuels et de sourire au duc des Anjou sur les photographies. Luxembourg, discret, poursuivra sa partition. Les Bourbons, eux, continueront d'être ce qu'ils sont devenus, un réseau de souvenirs en costume contemporain. Il est temps de refermer le cercle, mais avec une torsion, un dernier éclat qui justifie le voyage. Souvenez-vous du premier tableau, une échelle de 1 à Habsbourg, où l'on plaçait les Bourbons à 8. À quoi servait cette exagération? À accrocher l'oreille. La réalité plus subtile dit autre chose. Si les Habsbourg espagnols se sont consumés dans un piège qu'ils avaient eux-mêmes construit, les Bourbons, eux, ont bâti des issues de secours. Par Madrid, par Parme, par Naples, par Luxembourg, ils ont multiplié les portes dans leur propre labyrinthe. Quand l'une se bloquait, ils ouvraient l'autre. Quand le sang devenait trop lourd, ils l'alliégeaient. Mariage d'amour, union bourgeoise,
journaliste aux cheveux sombres qui apprend au palais la dictée de l'époque. Est-ce de la sagesse? Ou la simple chance d'avoir vécu assez longtemps pour essayer autre chose? Un dernier exemple. En 2020, l'ancien roi Juan Carlos, rattrapé par des enquêtes et des rumeurs d'avoir, s'éloigne. Le trône cette fois n'oscille pas. Philippe VI tient le cap, assainit, simplifie, serre le protocole comme on serre les boulons d'un pont. La monarchie devient machine, non mystère. Dans un autre siècle, une telle crise aurait pu emporter la maison. Aujourd'hui, elle sert au contraire à démontrer, elle, utilité des, une séparation. Elle, institution, et la personne, ne se confondent plus. C'est une révolution silencieuse. En Italie, on célèbre un mariage à Montréal, mosaïque d'or, promesse éternelle. Et pourtant, juridiquement, rien ne change. Pas de royaume, pas de sceptre, pas d'armée. Pourquoi cela nous fascine-t-il encore? Parce que les princes, à force de perdre le pouvoir, ont gardé la grâce. Nous les regardons comme on regarde une cathédrale. Elle ne gouverne rien, mais elle ordonne le cœur. Les Bourbons de Sicile, chefs de maison, titres disputés, héritiers photographiés, tout cela continue de nourrir une esthétique. Les cyniques hausseront les épaules. Les romantiques applaudiront. L'histoire, indifférente, prendra note. La continuité est une forme de pouvoir. À Parme, le grand roman est clos. Mais ses derniers chapitres, ceux de Xavier, de Carlos Hugo, d'Irène des Pays-Bas, racontent la collision moderne entre dynastie et démocratie. Peut-on faire vivre une prétention dans une société qui préfère les partis? Oui, mais en la transformant en narration, en action civique, en esthétique du service. Les carlistes, souvent rangés au grenier des causes perdues, ont traversé le XXe siècle comme des pèlerins têtus. Ils n'ont pas pris Madrid, ils ont pris date. Et la France? Elle reste l'aimant. Quand Louis-Alphonse dépose une gerbe, donne une interview, l'ombre d'Henri IV, de Louis XIV, glisse sur le cadrage. Le pays n'a pas besoin de roi, mais il n'a pas oublié la rhétorique royale. Le drapeau tricolore parle aux foules. Les lys parlent aux photographes. Là encore,